En manchette ce soir, le procès de James Testa reprend. Une présumée victime aurait été menacée pour retirer sa plainte. Rivière-Éva devra se trouver un nouveau maire. Et les citoyens de Témiscamingue participent à l'élaboration d'un plan climat. Bon lundi soir, bien heureuse de vous retrouver pour ce TVA 18h. Avant toute chose, une résidence de Rouyn-Noranda est la proie des flammes. La route 117 est donc fermée dans les deux sens près de l'aéroport. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 15h30 où une quinzaine de pompiers sont toujours là pour contrôler le brasier. Et le feu aurait pris à l'extérieur avant de rapidement se propager au garage, à la maison et à des voitures. 2 occupants ont été évacués sans être blessés. Et bon, la situation est sous contrôle d'après le service incendie, mais la stop-feu a dû intervenir après que le feu se soit propagé dans la forêt. On ne sait toujours pas ce qui a causé l'incendie. Et on poursuit maintenant avec le procès de James Testa qui a repris ce matin à Rouyn-Noranda. Lui qui fait face, on le rappelle, à plusieurs chefs d'accusation comme agression sexuelle et traite de personnes. Alexandre Cabana nous résume la journée. Les multiples témoins dans cette affaire continuent de se succéder. Nous voilà déjà rendus à plus de 10 témoins et plusieurs restent à venir. Aujourd'hui, on en a appris un peu plus sur le cadre rigide qu'imposait non seulement James Testa, mais également sa garde rapprochée. Et le témoin de lundi a raconté comment, en 2023, il a été contraint sous menace de retirer sa plainte à la police et aurait à ce moment tout nié en bloc sous serment. Selon le témoin, il savait que la famille Testa était prête à faire mal et craignait des représailles sur sa propre famille. Monsieur Testa, à ce moment déjà détenu, aurait été frustré d'être incarcéré et se considérerait apparemment innocent. La séance de lundi a d'ailleurs été marquée par un manque de fluidité impressionnant, de multiples entrées et sorties des témoins dans le but de laisser les avocats débattre sur des questions juridiques. Et en tout début d'après-midi, en plein contre-interrogatoire, un témoin a été victime d'un malaise et a dû être évacué de la salle de cour. C'est à ce moment que la juge Manon Lapointe s'est avouée préoccupée par les délais et a mentionné aux deux parties que la fenêtre pour l'arrêt Jordan approchait à grands pas. L'arrêt Jordan, rappelons-le, force un arrêt des procédures pour cause d'un délai déraisonnable pour un procès, soit 30 mois maximum à compter de la date de son accusation. Et 30 mois, ça donne fin juin. Pourtant, plusieurs témoins de la poursuite restent à paraître cette semaine, après quoi ce sera au tour de ceux de la défense. Bref, il reste beaucoup de travail à faire dans cette affaire. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et en politique municipale, Rivière-Éva devra se trouver un nouveau maire puisque Robert Paquin, qui occupait la fonction de maire par intérim, a annoncé sa démission, Félix. Oui, et c'est en raison d'un désaccord avec la directrice générale de la municipalité, Nathalie Savard. Robert Paquin avait promis une réduction de l'impôt foncier dès le mois de mai, mais la direction générale estimait que la démarche était trop rapide. Le maire sortant a donc préféré démissionner plutôt que d'arriver devant les citoyens sans solution immédiate. On rappelle que certains citoyens de Rivière-Éva ont vu leur taux d'évaluation foncière monter jusqu'à 30 % après l'adoption du budget en décembre dernier. Et la décision de M. Paquin n'a rien à voir avec le climat de travail à l'Hôtel de Ville. Il assure que la dynamique était très correcte. Vous savez, dans la vie, on choisit nos combats. Fait que là, moi, j'avais plus le goût de commencer à essayer de défendre mes opinions, défendre mes idées selon ce que j'avais annoncé aux citoyens. Moi, je me sentais plus redevable envers les citoyens. Donc, à ce moment-là, je dis non, j'aime autant laisser le bateau puis m'en aller, là. Et qu'Emilia, j'ai tenté de rejoindre la direction générale, mais sans succès. Et d'ailleurs, c'est ce soir qu'aura lieu le conseil de ville à Rivière-Éva, s'il n'y a pas un changement de dernière minute. Et c'est là où on devrait savoir qui sera le maire ou la mairesse par intérim. Un journaliste de la salle de nouvelles sera sur place. Merci beaucoup, Félix. Je vous en prie.
Ensuite, la MRC de Témiscamingue veut faire face au changement climatique et c'est pourquoi elle a organisé une deuxième journée de consultation citoyenne pour élaborer son plan climat. Le reportage de William Maillé. Après avoir débuté l'élaboration de son plan climat avec les élus municipaux, la MRC de Témiscamingue passe à la phase de consultation de sa population. On regarde avec les citoyens s'il y a des précisions à apporter. Ils sont les yeux et les oreilles des élus municipaux sur le terrain. Ils voient des choses très précises, très pointues, mais ils ont aussi beaucoup de gros bon sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on valide avec eux. Les consultations citoyennes ont débuté dimanche et se poursuivent jusqu'à mercredi en passant par La Tulipe et Gabourey, Témiscamingue et Saint-Bruno-de-Guigue. Les feux de forêt font partie des grands enjeux, mais surtout l'impact des grandes précipitations. Ce qu'on a vu beaucoup au Témiscamingue, c'est l'intensité de certaines précipitations et les impacts que ça a sur les infrastructures routières, sur les infrastructures municipales. Pour une municipalité, en tout cas, l'entretien de nos routes locales, avec ce contexte de changement climatique-là, ça devient un enjeu majeur. La Tulipe et Gabourey accueille la séance de lundi soir et son maire espère que le plan climat permettra de faire face à leur nouvelle réalité. Il faut investir dans nos fossés, il faut changer nos ponceaux, etc. Et ça coûte cher, donc j'espère que une fois que le plan va être élaboré et qu'on va identifier des actions, qu'il va avoir un peu des sous qui vont rentrer avec. Les réalités climatiques sont différentes à chaque coin du Témiscamingue. La MRC souhaite donc avoir le plus de rétroaction citoyenne possible. On voit qu'il y a des fragilités aux feux de forêt qui sont beaucoup plus grandes dans le secteur près de Rimini que celles que les craintes de feux de forêt le sont quand on est dans le secteur de Témiscamingue, par exemple. Alors, c'est d'autant plus important d'avoir une lecture la plus précise et la plus pointue possible. La MRC de Témiscamingue entend déposer officiellement son plan climat en novembre 2026. Une proposition de plan d'action et une deuxième vague de consultations citoyennes sont prévues pour le début de la prochaine année. William Maillé, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les villes s'adaptent bien au réchauffement climatique? Vous avez répondu oui à 52 %. Et Rouyn-Noranda veut s'assurer que chaque citoyen puisse facilement avoir accès à des espaces verts, et ce, peu importe le quartier. La Ville a d'ailleurs adopté son premier plan directeur des parcs et espaces verts pour les 10 prochaines années. Olivier Morin nous explique le tout. Ce plan s'inscrit dans le cadre de consultations citoyennes réalisées au cours des 2 dernières années. Il permet désormais à la Ville d'avoir une vision claire dans la gestion de ses parcs et de ses espaces verts. Dès le départ, quand on a vu qu'on devait faire un plan directeur des parcs et espaces verts en Rouyn-Noranda, c'était un incontournable pour nous de faire des consultations publiques pour aller chercher les désirs, les besoins de la population. Puis, l'objectif du plan directeur, c'est de faire une adéquation entre ce que le territoire on a, l'offre qu'on a, et les besoins qu'on a pour les futurs développements. Et ce plan directeur visera à prendre des décisions autour de 4 principaux enjeux. Le plan a été fait en fonction de où on est de notre territoire. Fait une chose, c'est la diversification. Donc, ce qui est important, c'est de diversifier, notre offre de loisirs, mais aussi notre offre d'infrastructures sur le territoire. Quand on parle de diversification, on parle de les différents types de population, les différentes tranches de population, que ce soit les enfants, les familles, les adultes, les aînés, etc. On sait aussi qu'on, vous l'avez vu, on est dans une ère où on est actuellement sur un territoire nordique, donc la nordicité va quand même beaucoup teinter notre territoire. La grande majorité de la population a accès à un parc situé en moyenne à moins de 5 minutes de leur domicile. Mais voilà que l'analyse a révélé un besoin majeur au niveau de l'offre. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un enjeu au niveau de la diversification de ces parcs-là. Donc, s'assurer qu'on a une offre diversifiée. Ce que ça veut dire, c'est que, justement, sur nos 49 parcs qu'on a à Rouyn-Noranda, que les 49 parcs soient pas tous identiques. Qu'on n'ait pas tous un parc avec un module de jeu pour des enfants de 2 à 12 ans, mais qu'on ait vraiment des endroits qui sont peut-être qui n'ont même pas de module de jeu, qui ont peut-être de la canopée, des espaces de détente, des espaces de rassemblement, des tables à pique-nique, des sentiers. Donc, c'est vraiment d'aller diversifier cette offre-là. Avant d'aller de l'avant avec quelconque modernisation, la Ville compte déterminer le portrait du quartier afin d'y répondre aux besoins. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Et dans les faits divers, un homme de 52 ans, Marc Bordelot, a été arrêté à la suite d'une perquisition vendredi dernier sur l'avenue Perrault-Est à Rouyn-Noranda. Et un autre homme âgé de 25 ans a aussi été arrêté. Dans l'immeuble à logement et dans un véhicule, les policiers ont entre autres mis la main sur plus de 300 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne ainsi que plusieurs armes. Le suspect dans la cinquantaine demeure détenu en attendant la suite des procédures, alors que celui dans la vingtaine a été relâché. Et complètement ailleurs, Québec veut protéger les forêts contre les tordeuses des bourgeons à l'épinette. Et aujourd'hui, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a annoncé un investissement de 60 millions de dollars. Dans la région, c'est 90 000 hectares d'arbres qui seront arrosés, dans le but, bien sûr, d'éviter une contagion. Et d'ailleurs, les arrosages ne représentent aucun risque pour l'être humain. Le ministère compte également instaurer d'autres mesures comme la récolte préventive des forêts vulnérables ainsi que l'utilisation de traitements sylvicoles adaptés. Et maintenant, à Val-d'Or, le projet d'une station-service à hydrogène vert destinée aux transporteurs lourds franchit une nouvelle étape. L'hydrogène, c'est un carburant vert qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'entreprise Hydrolux vient de conclure un partenariat avec l'entreprise québécoise Filgo pour offrir des services de commodité aux transporteurs dans la future infrastructure. Hydrolux est toujours en attente d'une approbation gouvernementale, mais prévoit quand même l'ouverture de 7 stations de ravitaillement, en débutant par celle de Val-d'Or, qui sera située au rond-point Béton-Barrette à la sortie ouest, et son ouverture est prévue en 2026. Ce projet fort qu'on appelle Trans-Québec 1, qui est un réseau de 7 stations de ravitaillement d'hydrogène vert pour le camionnage lourd. En gros, c'est vraiment des stations-service, mais au lieu d'avoir du diesel, c'est de l'hydrogène vert. Donc, c'est pour décarboner les transports lourds. Et dans ces 7 stations, dont Val-d'Or en a une, l'objectif, c'est vraiment là, de décarboner les transports longue distance entre les différentes régions. Donc, si je pense à l'axe justement de Val-d'Or, c'est Val-d'Or, Mont-Laurier, Saint-Jérôme. Donc, ça permet de connecter Val-d'Or avec Montréal. Et ce même genre de pensée s'applique ailleurs si je pense à Saguenay et Lévis. Et autre sujet maintenant, le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda se démarque sur la scène nationale. L'organisme a reçu le prix Hommage Bénévolat Québec 2025 dans la catégorie Organisme pour son projet innovant L'Espace bénévole. C'est une plateforme virtuelle lancée l'année dernière et qui est pensée pour les bénévoles. Elle leur permet d'accéder facilement à toute l'information, aux formations et aussi aux outils nécessaires à leur engagement. Selon le directeur général du Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda, la plateforme est un véritable carrefour d'échanges qui renforce les liens entre bénévoles. Et le prix a été remis par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui représente la plus haute distinction gouvernementale en matière de bénévolat. Et maintenant, en vue des prochaines élections municipales de novembre prochain, il y aura 2 séances d'information régionale pour les personnes intéressées à se présenter en Abitibi-Témiscamingue. Les rencontres virtuelles organisées par le ministère des Affaires municipales auront lieu ce mercredi 7 mai à midi et le mardi 27 mai à 19 h. Et l'objectif est de présenter le fonctionnement du conseil municipal, les tâches des différentes fonctions et aussi les démarches à entreprendre pour justement pouvoir poser sa candidature. Et pour participer aux séances, vous devez vous inscrire sur la page québec.ca consacrée aux élections municipales 2025. Et sur un tout autre sujet, le niveau de l'eau demeure élevé à plusieurs endroits sur le territoire de Rouyn-Noranda, particulièrement à la rivière Durand-Valmont à Baudry, qui est au niveau rouge. Et d'autres cours d'eau ont légèrement vu leur niveau augmenter en fin de semaine. La sécurité publique signalait la semaine dernière une possible montée des eaux hier, dimanche. La Ville demande aux citoyens inondés de la contacter afin de pouvoir recevoir des consignes et de l'aide. Et maintenant, du côté de Macamic, l'eau n'est toujours pas propre à la consommation, même une fois bouillie. Ce matin, vers 9 h, l'équipe des travaux publics a commencé à purger le réseau d'aqueduc. Les résidents peuvent donc s'attendre à des variations de débit et aussi une eau brouillée pour toute la journée. Le rinçage va se poursuivre demain. Et en raison de la poursuite des travaux, la distribution d'eau potable va se poursuivre, elle, pour la journée d'aujourd'hui et de demain au garage municipal de la Ville. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance.
Le groupe régional Mystic Project a lancé son premier album. On vous en parle tout de suite après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le comité bénévolat Matagami a souligné les contributions individuelles et collectives du milieu lors de la semaine de l'action bénévole qui s'est déroulée du 27 avril au 3 mai sous le thème « En route vers le bénévolat ». Les orientations du plan d'action annuel ont également été redéfinies pour l'occasion afin de continuer à faire rayonner le bénévolat sous toutes ses formes. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. When I am Culturel Justine, on vient d'entendre un extrait du tout premier album du groupe régional Mystic Project. Oui, l'album s'appelle Nord et il vibre au son des traditions du folklore nordique. Composé des musiciens clés de l'ensemble transnordique abitibien Saltarello, Mystic Project explore des univers musicaux qui s'inspirent des répertoires traditionnels celtes, scandinaves, mais aussi des ballades médiévales ainsi que des mélodies orientales. Le groupe a vraiment son style qu'on n'entend nulle part ailleurs. Cet album-là raconte l'histoire de femmes à travers le monde, mais peut-être plus dans le nord de l'Europe et une partie de l'Europe. Des histoires qui ont entre 500 ans et 1000 ans, des histoires d'amour, des histoires de tous les jours qui racontent la vie à la ferme, les croyances que les gens avaient envers les femmes qui faisaient de la médecine, comme on les voyait comme des sorcières. On écoute beaucoup de musique de toutes sortes de pays. Donc, à force d'écouter plusieurs groupes, ça nous inspire, je crois. Puis avec Saltarello, c'est vraiment, oui, c'est de la composition, mais on utilise beaucoup d'instruments anciens de l'époque médiévale. Donc, certainement avec une petite touche celtique. Mais on s'est dit avec Mystic Project qu'on pourrait vraiment encore plus exploiter ce côté-là avec des pièces traditionnelles, mais vraiment arrangées de notre façon. Nord est disponible sur toutes les plateformes d'écoute depuis vendredi dernier, alors n'hésitez pas à aller écouter et découvrir ce son. Et Nord, ça signifie beaucoup pour Mystic Project et c'est vraiment un projet qui les rend fiers de sortir ce premier album-là. En fait, c'est justement les deux mondes. T'sais, oui, on a beaucoup de chansons du nord de l'Europe, mais c'est nous aussi. On vit dans le nord, on est nordique, on est nord. Fièrement abitibienne. Oui, beaucoup d'excitation, de joie. Ça fait tellement longtemps qu'on fait des festivals, qu'on fait des spectacles. Enfin, là, de voir l'album sorti, c'est vraiment le fun. C'est l'accomplissement de beaucoup d'années de travail, des embûches qu'on a su remonter vraiment, autant de la maladie que le côté financier. On y a vraiment cru. Puis ce projet-là, on l'a réalisé à 4, puis on l'a produit à 4. Les 4 musiciens de base du groupe, mais là, enfin, c'est disponible. C'est vraiment une belle fierté. On y a cru depuis toutes ces années, tous ensemble. Après les belles journées ensoleillées, ce sera le retour des nuages et de la pluie pour les jours à suivre. On vous donne tous les détails après la pause à la météo. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda feront leur bilan de saison demain matin à 10 h. Le propriétaire Jacques Blais, le directeur gérant Yannick Gaucher, le directeur opérationnel Gilles Bérubé et bien sûr l'entraîneur-chef Steve Hartley feront le point tant sur l'administratif que sur le hockey. Et l'un de nos journalistes sera sur place demain pour nous résumer le tout. À savoir que le bilan sera aussi diffusé en direct sur le Facebook des Huskies. Et les conquérants de la Sarre, l'équipe de hockey M18-2A cherche un nouvel entraîneur-chef en vue de la saison 2025-2026. C'est un contrat d'une durée d'1 an.
pouvez donc envoyer votre candidature jusqu'au 25 mai prochain au président de l'organisation, Jonathan Melançon. Et au passage, l'organisation remercie Zachary Thériault pour ses 2 dernières saisons à titre d'entraîneur-chef. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, je vois que tu as pu retirer ton manteau de printemps, mais je pense que c'est juste des faux espoirs, puisque la belle température était seulement de passage aujourd'hui. Ah oui, Kémélia, c'est juste un petit avant-goût d'été qu'on a eu aujourd'hui parce que malheureusement, la pluie et les températures un peu plus printanières vont être de retour en région dès demain. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend du côté de l'Abitibi, eh bien, ce sera nuageux en soirée avec un minimum de 10 au courant de la nuit. Du côté du Témiscamingue, au cours de la nuit, vous allez avoir un 60 de probabilité d'averse, alors probablement, en fait, de la pluie qui va tomber de votre côté avec aussi un minimum de 10 degrés. Demain, sur l'ensemble du territoire, on s'attend à plusieurs averses en journée, mais du côté de la température, ça reste quand même assez tolérable avec un maximum de 16 degrés. Et après-demain, mercredi, partout en région, ce sera dégagé avec un maximum de 7. Ce soir, c'est soir de crèmerie, de barbecue et de petites marches après le souper. Profitez bien des dernières heures de soleil. Oui, clairement. Merci beaucoup, Justine. En terminant, l'unité interne de santé mentale d'Amos ferme temporairement en raison de l'importante pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, on vous reviendra avec tous les détails demain. Bonne soirée à vous.